À tous, merci beaucoup d'être présents à cette 8e conférence déjà. C'est important, je suis contente, on a à chaque fois abordé des sujets différents. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anne Margalin et je suis donc aidante de mes proches, ce que j'appelle mes sweet papy et sweet mamie, qui sont 3, depuis 4 ans. J'ai souhaité continuer à avoir avec eux des relations pleines d'amour et de prendre soin d'eux avec douceur, malgré la perte d'autonomie, la maladie ou la distance, puisque j'en ai 2 qui sont à plus de 600 kilomètres. Il me semblait important aussi dès le départ de chercher des ressources positives et des solutions alternatives pour tenir le coup, parce que quand il y a la bascule vers la perte d'autonomie pour un proche aidant, c'est particulièrement difficile. Et je me suis aperçue que il fallait que je maintienne aussi mon équilibre de vie pour être capable de m'occuper d'eux correctement. Et je dirais qu'ils vont bien tous les 3. Ils sont nonagénaires, mais ils vont bien. Ils ne sont pas atteints de maladies neurodégénératives, mais ils ont des étapes difficiles quand on dépasse les 90 ans. En 2021, j'ai décidé de créer Sweet Papy Podcast. Je me suis formée à 57 ans au podcast, dans tous les sens, aussi bien marketing que technique, que les visioconférences, tout ce que je ne connaissais pas particulièrement, parce que j'étais dans le domaine de l'immobilier. Et j'ai souhaité partager en fait un univers tendre et surtout aller chercher des réponses à toutes les questions que j'avais moi en tant que proche aidante, des questions sur des choses simples, mais voilà, j'ai fait un mind mapping sur tous les soucis que j'ai pu rencontrer et je me suis dit, si moi je les ai rencontrés, d'autres les ont forcément rencontrés aussi. Et le podcast n'est pas encore suffisamment étendu. Il y en a déjà sur les proches aidants, mais sur les aînés uniquement et sur le côté tendre et qui apporte quelque chose de positif, ça n'existe pas. Enfin, à ce que je sache aujourd'hui. Donc, ma mission, c'est de nous aider à nous protéger et nous offrir du plaisir à être tous ensemble, sans échec, sans mise en échec ou le minimum. Et je l'essaye par la voix. Et par la voix du podcast et surtout par la voix aussi de la conférence aidante pour partager entre professionnels. Donc, dans le podcast, vous avez 75 épisodes à ce jour, plus de 50 invités en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, puisque les Canadiens sont assez avancés par rapport à cette thématique. Des soignants, des professionnels qui ont inventé des tablettes pour nos aînés. Voilà. Je vais mettre en place bientôt des suites ateliers. Je reste toujours sur le mot suite qui est douceur. Donc, des suites ateliers en présentiel ou en distanciel en fonction des besoins que vous aurez, soit les proches aidants, soit les professionnels. La première chose dont je me suis aperçue et que j'ai voulu donc mettre en exergue aujourd'hui dans la conférence aidante, c'est que les professionnels entre eux ne se connaissent pas dans des différents métiers et n'échangent pas tant que ça avec des proches aidants et les proches aidants n'échangent pas entre eux et ne parlent pas tant que ça. Donc, j'ai voulu mélanger un petit peu tout le monde et le tout dans un univers bienveillant. Je ne veux pas voir de choses négatives. J'essaye de, même si c'est négatif, on sait que c'est difficile, il y a forcément des solutions, mais au moins qu'on peut proposer. Donc, Charline Pieux, je te remercie particulièrement d'être là. J'ai la chance, puisque j'habite dans le Gard, à Nîmes, d'avoir un institut qui s'appelle l'Institut méditerranéen des métiers de la longévité, pour lequel j'ai été souvent conviée à participer en tant qu'experte aidante et en tant qu'aidante tout court. Je vais souvent à des réunions avec eux et un jour, je suis allée dans leur bureau et je suis tombée sur le guide des aidants pour la nutrition des personnes âgées. Voilà, un joli petit guide de l'IDEML que Charline connaît. Et je me suis dit, mais voilà, Audrey m'avait déjà parlé du manger main, mais je n'étais pas au courant du tout de ce qui fonctionnait. Donc, il faut considérer que je suis proche aidante, experte aidante, mais il y a encore plein de domaines que je ne connais pas. Donc, je laisse la parole à Charline justement pour venir sur ce domaine et surtout vous remercier d'être tous présents là. Voilà, merci. Et je vais vous mettre les liens, bien entendu, à nouveau, on va vous remettre tous les liens du podcast. Et je suis aidée aussi dans la conférence à chaque fois par Virginie, qui est sophrologue, qui a fait un podcast également, La Voix positive, et ainsi que Audrey, qui est Alzheimer et alors, et qui m'aide beaucoup pour toute la partie Montessori. Et j'ai sorti justement ce matin un épisode avec elle dans Sweet Papy Podcast.
Merci Charline d'être là. Je te laisse te présenter. Merci Anne déjà pour l'invitation. Donc, je m'appelle Charline Pieux, je suis diététicienne nutritionniste à la Fondation IDML, donc spécialisée notamment en éducation thérapeutique du patient. Donc, la Fondation IDML, comme l'expliquait Anne, c'est une fondation qui a pour objectif notamment d'améliorer la qualité de vie, mais aussi l'autonomie des personnes âgées. Donc aujourd'hui, dans cette petite conférence, on va parler notamment de l'alimentation de la personne âgée et également du manger main, parce que c'est vrai que c'est une technique qui est assez peu connue. On en parle très peu et pourtant qui, euh, qui gagne à se développer et justement à se faire connaître. Donc je vais partager donc ma petite présentation. Est-ce que c'est bon? C'est tout bon? Alors, j'aimerais commencer déjà avec vous et vous poser une question. Donc, si vous pouvez interagir justement dans le chat ou autre. Donc, selon vous, est-ce qu'il faut manger moins en vieillissant? Donc, je vous laisse répondre sur le chat ou même intervenir directement. Oui, on n'est pas beaucoup, N'hésitez donc on pas. peut intervenir directement. Moi, je ne vais pas parler, parce que Je sais. je sais. Moi, je dirais oui. Rien. Je connais aussi la réponse, donc je ne le dis pas. Alors, moi, je dirais oui, c'est Julie. Enfin, je ne sais pas s'il faut, mais de fait, souvent, on mange moins. D'accord. Mais j'en sais rien. Moi, je dirais qu'ils mangent moins parce qu'ils ont moins faim, parce qu'ils bougent moins. Et qu'il y a moins d'activité physique. D'accord. Moi, je dirais et qu'ils ont plus de mal, pardon, et qu'ils ont plus de mal à digérer aussi. Oui. Oui, il y a beaucoup de préjugés en fait sur le fait de vieillir et le fait de vieillir, se dire du fait que je bouge pas, je dois pas manger. Et en fait, c'est une problématique. Et ils ont aussi cette idée de l'image aussi en vieillissant ils ont une perte aussi de l'image qu'ils avaient lorsqu'ils étaient jeunes. Et aussi, il y a beaucoup comment dire, de personnes type kiné, médecins, qui leur ont dit faut pas grossir, trop grossir, parce que vous allez avoir des douleurs, vous aurez du mal à marcher. Donc, il y a pas mal de préjugés autour de ça. Mais je laisse Charline répondre. Elle saura. Donc, en réalité, il ne faut pas moins manger en vieillissant. Les besoins nutritionnels, ils sont équivalents à ceux de l'adulte, voire parfois même supérieurs, tout simplement parce qu'en vieillissant, l'organisme va avoir tendance à moins bien assimiler les nutriments et à moins bien les synthétiser. Donc, il va être important d'avoir un apport suffisant pour pouvoir couvrir tous les besoins nutritionnels de l'organisme. Donc, c'est une idée reçue où justement, on a tendance à penser qu'en vieillissant, on bouge moins, on fait moins d'activité physique et donc qu'on a moins besoin de se nourrir. Et pourtant, il est important justement d'avoir des apports suffisants pour couvrir tous les besoins d'une personne âgée. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse problématique, c'est la perte d'appétit. Beaucoup de personnes âgées ont tendance à perdre l'appétit, mais ça peut être lié à plusieurs facteurs. Donc, il peut y avoir des facteurs plutôt liés aux problèmes buccaux. Donc, tout simplement un trouble de la mastication, un trouble de la déglutition. Il peut y avoir aussi des dentiers qui font mal, qui sont mal adaptés, qui peuvent être usés. On peut avoir des problématiques de sécheresse buccale qui provoquent justement notamment des douleurs au niveau de l'alimentation. On peut avoir aussi des problématiques qui peuvent être temporaires, liées à des caries ou des aftes. On a également des problèmes, cette perte d'appétit peut être liée à des problèmes praxiques, les tremblements, la difficulté à manier les couverts, la force de préhension aussi qui diminue, donc plus difficile de reconnaître et d'utiliser les couverts. On peut avoir également une perte de sens, de l'ouïe, du goût, de la vue, de l'odorat, du toucher, qui va fortement impacter aussi la perte d'appétit. Donc tout simplement parce que on sait que la vue
et l'odorat sont des principaux facteurs aussi pour stimuler d'autant plus la nutrition. Donc, c'est important d'avoir en tout cas ces sens. Donc, quand on a une perte de sens, ça va fortement impacter l'appétit derrière. Ensuite, on va également avoir des facteurs psychologiques tels que la solitude, l'anxiété, vivre en deuil ou la perte d'autonomie. Ou dans ce cas-là, ce sont des signes précurseurs et qu'il va falloir détecter en amont pour pouvoir, en tout cas, prévenir de cette perte de poids ou de cette perte d'appétit. Il y a d'autres régimes aussi qui, on va dire, provoquent ou peuvent en tout cas provoquer une perte de poids. Ça va être des régimes qui sont très restrictifs. Donc des régimes notamment diabétiques ou les régimes réduits en sel qui justement vont nécessiter un accompagnement au niveau de l'alimentation. Ça pose souvent souci notamment au niveau des diabétiques parce que les personnes âgées ont tendance à garder le goût sucré plus longtemps et donc forcément avoir un attrait pour ce type de produit. Donc lorsqu'on supprime entièrement de l'alimentation tous les produits sucrés pour un diabétique, on va avoir ce côté-là où la personne va ne plus retrouver forcément de plaisir dans son alimentation. Y compris pour les personnes qui ont des régimes réduits en sel. On sait que le sel est un exhausteur de goût. Donc dans ce cas-là, on a aussi cette possibilité de perte d'appétit et de perte d'intérêt au niveau gustatif. Est-ce que je peux faire une petite intervention? Oui, Quand je travaillais en gériatrie, en fait, c'était aussi un préjugé par rapport aux soignants qui étaient sur place, sur le côté respecter les régimes. Et en fait, en gériatrie, je pense que vous avez la même notion. Je vais te tutoyer hein, parce qu'on est collègues. Et en fait, les gériatres maintenant évitent de plus en plus les régimes. Il n'y a plus de régime pour les personnes âgées. Le moins possible de régime parce que c'est hallucinogène. Et donc, en fait, on évite, même pour le diabétique, même si le sucre n'est pas un bon élément pour la personne âgée. Si on peut en discuter un jour avec Anne, je pourrais faire une intervention là-dessus. Mais en fait, faut favoriser le plaisir, d'où l'intérêt de cette conférence sur le manger main. Mais en tout cas, c'est sûr, éviter d'avoir à l'idée que il faut respecter un régime, même le régime sans sel, même les cardiologues maintenant en reviennent, en tout cas pour la personne âgée. Voilà. oui, effectivement, l'alimentation plaisir, ça reste le Ouais, maître mot pour c'est ça. l'alimentation d'une personne âgée. Donc, le plus souvent, on met de côté les régimes spécifiques pour laisser place à une alimentation plaisir. Et dans cette période-là, on mise notamment sur ce côté plaisir pour éviter la dénutrition qui a des conséquences parfois plus graves justement que de respecter un régime diabétique ou un régime sans sel. Exactement. Voilà. Faut procéder par ce qui est le plus important, en fait. Tout à fait. Mais là, Annie-Pierre, en fait, tu as parlé de l'extérieur, mais à domicile, c'est toujours les médecins traitants continuent à passer ce message-là, en tout cas, de continuer à faire le régime. Et c'est ça la problématique. Ouais. Il y a beaucoup de travail à faire à domicile, justement, d'éducation. Et c'est pas toujours facile de joindre les médecins. Ils sont pas trop dispo, ils sont submergés. Et ça, ce serait une idée, tu vois, de lancer, Anne, une intervention avec les médecins pour leur dire, bon, ben voilà ce qu'on peut. Ils n'ont pas le temps, en fait. Ils n'ont même pas le temps de se former en libéral, beaucoup plus au sein des établissements, mais en libéral, ils n'ont absolument pas le temps. Tout à fait. Donc, les podcasts, ça pourrait être une super idée. Voilà. Merci. On continue. La problématique donc, c'est que de cette perte d'appétit, justement, c'est que ça va engendrer une perte de poids qui peut être plus ou moins importante et plus ou moins rapide, et donc entraîner ce qu'on appelle une dénutrition. Donc la dénutrition, il s'agit d'une pathologie qui résulte du coup d'un déséquilibre de la balance énergétique. Donc pour faire plus simple, c'est lorsqu'on apporte à l'organisme une quantité de nourriture insuffisante par rapport aux besoins. Donc dans ce cas-là, on va avoir une perte de poids. La problématique de cette perte de poids, c'est que ça va être dans un premier temps une perte de masse musculaire.
Et donc, ça peut entraîner, comme vous voyez juste à côté, plusieurs problématiques, entraînant même des chutes et donc une perte d'autonomie de la personne âgée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette spirale de la dénutrition, c'est pas pour autant qu'elle est irréversible. Donc, c'est important justement de détecter les signes de façon très précoce et une perte de poids rapide de façon précoce pour pouvoir justement enrayer cette dénutrition et donc adapter, trouver des solutions pour reprendre du poids ou en tout cas le stabiliser et le maintenir. Donc pour ça, il existe plusieurs solutions. Donc la première solution, ça va être de penser à fractionner l'alimentation. Donc, on n'y pense pas souvent, mais il est important pour les personnes âgées d'avoir une collation déjà l'après-midi. Ça va permettre, pour les personnes notamment qui ont une perte d'appétit, de pouvoir étaler les repas, en tout cas sur la journée, et donc avoir un apport d'énergie tout au long de la journée. En plus de ça, les personnes âgées avec un petit appétit n'ont pas la possibilité ou n'arrivent pas à consommer un repas complet. Donc, ça peut être intéressant de décaler, par exemple, le fromage et le dessert à la collation, ou en tout cas d'ajouter d'autres collations, une le matin ou potentiellement même une dans la soirée. Parce qu'il est vrai que pour les personnes âgées, certains repas se passent assez tôt dans la soirée, vers 18-19 heures. Et pour attendre justement le lendemain, le petit déjeuner à 8-9 heures, on est sur une période de jeûne qui est assez longue. Et donc, on peut avoir des problématiques également de réveil nocturne, etc., si l'alimentation n'a pas été suffisante tout au long de la journée. Donc, c'est important d'instaurer des collations supplémentaires. Et ça peut même, dans le cas, par exemple, notamment des maladies d'Alzheimer ou des maladies neurodégénératives apparentées, réduire ces réveils nocturnes et cette agitation. Parce que les personnes atteintes de maladies neurodégénératives n'ont pas forcément la sensation justement d'avoir faim et vont se réveiller, être agitées, ne vont pas comprendre pourquoi et vous non plus. Et dans ce cas-là, ça peut être lié justement à une sous-nutrition où la personne va avoir faim justement pendant cette longue période de jeûne. Et donc, le fait d'apporter une collation supplémentaire permet déjà de donner un petit peu plus d'apport et donc d'éviter cette perte de poids, mais aussi d'éviter les problématiques qui peuvent être liées à l'agitation nocturne. Dans les autres solutions, on va aussi avoir l'alimentation enrichie. Forcément, lorsqu'on est en perte de poids, en perte d'appétit, lorsqu'on voit arriver un gros plat familial de lasagne, on peut vite être effrayé. Donc, dans ce cas-là, on va devoir jouer sur les quantités. Et l'important, ça va être d'enrichir les préparations, d'avoir une densité nutritionnelle plus importante, sans pour autant modifier le volume alimentaire. Donc pour ça, ça va être tout simplement d'ajouter des œufs supplémentaires dans une quiche, dans des clafoutis, d'ajouter du fromage fondu dans les purées, dans les potages, du jambon, pareil, du jambon mixé, des dés de jambon, de pouvoir enrichir au maximum, notamment avec des protéines, vu que ce sont les protéines qui permettent de synthétiser les muscles et donc de reprendre du poids, ou en tout cas de le maintenir. On peut aussi enrichir les préparations avec des lipides, notamment ajouter un jaune d'œuf dans des purées, de l'huile, mettre un peu plus de beurre, de crème fraîche, ou également avec des glucides, donc ajouter du miel ou de la confiture dans les yaourts, les tartines, ajouter des lentilles dans les potages. Donc, on peut vraiment essayer d'enrichir au maximum l'alimentation pour pouvoir avoir une densité nutritionnelle importante et éviter cette fameuse perte de poids. Comme troisième solution, on va avoir le fait d'adapter les textures. Donc, par rapport à ça, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que lorsqu'on a des problématiques de mastication et de déglutition, donc cette perte de poids peut être liée à ce type de facteur, il va falloir adapter la texture en fonction des capacités masticatoires de la personne âgée. Et donc, dans ce cas-là,
on part souvent sur la même base de repas, c'est-à-dire la soupe ou la purée. C'est assez compliqué de trouver, en tout cas pour varier la présentation des repas. Donc, on va essayer de changer, de passer d'une soupe on peut faire les veloutés, des bouillons, on peut faire des flans à la fois sucrés, à la fois salés, des terrines, des milkshakes, des smoothies. Donc, essayer de trouver des préparations assez différentes qui vont permettre de stimuler aussi le plaisir alimentaire parce que quand on nous sert la même chose sous la même forme, ça peut être à force anorexigène également. Ensuite, il va y avoir un autre conseil également, ça va être d'éviter la monotonie des couleurs. Alors par ça, j'entends tout simplement d'éviter par exemple de servir une purée de carottes avec une purée de patates douces et du saumon mixé, parce qu'on va se retrouver uniquement avec la même couleur. Donc, au niveau du plaisir alimentaire, ça va impacter aussi la personne âgée, tout simplement parce qu'elle ne va pas forcément reconnaître les différents éléments dans l'assiette. Et en plus de ça, il y a des personnes qui aiment mélanger certains aliments, d'autres non. Donc, ça peut leur permettre, justement, lorsqu'on a 3 couleurs différentes, de mieux comprendre ce qu'ils ont dans l'assiette et de leur laisser l'autonomie, en tout cas, et la possibilité de mélanger les goûts qu'ils ont envie de mélanger. Donc, on va plutôt partir sur une purée de pommes de terre, une purée d'haricots verts et du saumon mixé pour avoir 3 couleurs, par exemple, totalement différentes et faciliter la reconnaissance des goûts pour la personne âgée. Le troisième conseil, ça va être de soigner la présentation. C'est assez difficile en texture mixée de trouver des présentations qui donnent envie. Donc, ça peut tout simplement être d'ajouter un filet de crème entière sur le velouté ou sur le potage, d'utiliser des moules pour les purées, trouver des emporte-pièces, etc., qui vont permettre de changer un petit peu les présentations et varier les formes. L'important dans l'alimentation mixée, ça va être également d'ajouter des sauces. Les sauces sont en fait tout simplement un élément essentiel d'une alimentation mixée. Il est important d'avoir autant de matière que de sauce pour pouvoir avoir un mixé agréable aussi en bouche avec un goût représentatif de l'aliment plutôt que de mixer par exemple avec de l'eau. Donc, n'ayez pas peur de faire, même s'il y a de la sauce en trop, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous pouvez très bien répartir cette sauce dans des bacs à glaçons, les garder au congélateur et en ressortir au moment où justement vous en avez besoin, vous n'avez pas assez de sauce pour réaliser un mixé ou un repas. N'hésitez pas aussi à ajouter ou mixer avec du lait entier pour justement enrichir d'autant plus la préparation et ajouter des protéines supplémentaires. Donc, plutôt mixer avec tout ce qui est sauce, bouillon ou lait, plutôt qu'avec de l'eau. Pour l'adaptation des textures, ce qui va être important aussi, c'est d'utiliser des gélifiants. Tout simplement parce que les gélifiants vont permettre de varier au maximum la présentation et donc de rendre des éléments liquides solides, donc pour pouvoir faire des flans, des terrines et varier au maximum des purées et des potages. Charline, excuse-moi, sur les gélifiants, il y a différents types de gélifiants. Est-ce que tu en conseilles un en particulier plus que l'autre? Tout à fait. Alors, au niveau des gélifiants, donc, il y a la gélatine qui est assez connue, mais je conseille plutôt donc, l'agar-agar, qui est un gélifiant naturel issu d'extrait d'algues rouges. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser déjà pour aussi des problématiques éthiques. Donc, on a ce côté-là où on peut utiliser un gélifiant qui est entièrement naturel. Et en plus de ça, si on utilise par exemple de la gélatine, ce qu'il faut savoir, c'est que au contact on va dire de la mastication, etc., la gélatine est un élément qui fond instinctivement. Donc, on peut avoir aussi des soucis après de fausses routes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention plutôt aux gélifiants du style gélatine et plutôt partir sur de l'agar-agar.
D'accord, merci. En plus de ça, l'agar-agar a un avantage, c'est qu'il est, on va dire, réversible. Donc, si vous avez mis trop de gélifiant, vous pouvez très bien refaire chauffer la préparation, rajouter un peu de liquide, et dans ce cas-là, vous aurez une texture plus adaptée. Ou inversement, si vous n'avez pas mis assez d'agar-agar, vous pouvez refaire chauffer, en rajouter également, et donc consommer les préparations. D'accord, merci. Au niveau des autres solutions, on va également donc, favoriser au maximum le plaisir alimentaire. Donc, par rapport à ce plaisir alimentaire, ça va être de miser énormément sur les épices, sur les herbes aromatiques, sur les condiments, ail, moutarde, de pouvoir justement ajouter des éléments qui vont rajouter du goût aux préparations et donc stimuler d'autant plus les papilles gustatives des personnes. Et on en parlait tout à l'heure, éviter tout ce qui est régime restrictif et contraintes médicales. Si vous avez peur, en tout cas en tant que proche aidant, de prendre ses responsabilités, vous pouvez directement vous tourner vers le médecin traitant, en discuter avec lui et lui faire comprendre justement que ce régime restrictif bloque l'alimentation et la consommation des aliments pour la personne âgée. Et donc, il serait intéressant d'éviter tout simplement ce type de régime pour éviter cette perte de poids et donc enrayer la dénutrition. Charline, est-ce que tu préconises, moi en tant que proche aidante, je te pose la question, est-ce que tu préconises de leur faire tester par exemple les épices ou les herbes aromatiques, les condiments régulièrement pour leur dire est-ce que c'est toujours ça que vous voulez manger ou que tu veux manger ou dont tu as besoin? Est-ce que ça c'est toujours à ton goût? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des moments où ils perdent le goût en vieillissant, ils n'ont pas les mêmes sensations qu'avant. Et puis, il y a aussi des aliments qui digèrent moins. Je vois, tu mets l'ail et l'oignon. Moi, les trois m'ont dit un minimum parce que ça nous procure des problèmes digestifs, etc. Et on n'en veut plus. Oui, l'important, ça va être vraiment d'ajuster les préparations en fonction des goûts aussi des personnes âgées, de prendre en compte leurs envies, ce qu'ils aiment, tout simplement pour favoriser au maximum ce plaisir alimentaire. En plus de ça, ce qui est important, ça va être de vraiment discuter avec eux et de savoir quels aliments, justement, développent des sensations et du goût au niveau de leur papille gustative, parce que forcément, il y a une altération du goût. Ça peut être aussi lié aux médicaments. Donc, on peut avoir un goût plutôt métallique qui se dégage, notamment pour les produits d'origine animale, les viandes, les poissons ou les œufs. Donc, c'est pour ça qu'il va quand même falloir apporter des protéines à l'alimentation de la personne âgée, donc en passant soit par les produits laitiers, donc fromage, lait, yaourt, ou par les protéines végétales. Dans ce cas-là, il faudra assimiler à la fois une céréale et un légume sec. Donc, du riz avec des lentilles, de la semoule avec des pois chiches, du riz avec des haricots rouges, pour avoir des protéines de bonne qualité et donc apporter des protéines qualitativement similaires sur le plan nutritionnel que la viande ou le poisson. Je te vois tiquer, Anne, quand on te parle des légumes oui, secs. il y a certains légumes, je vois mes 3 sweet papiers mamie sont archi contre maintenant pour des problèmes digestifs. Ils ne peuvent plus les haricots, les lentilles, ces choses-là, ils savent que c'est très compliqué à digérer. Et donc, à chaque fois, ils me disent, je n'en veux pas. C'est-à-dire que vraiment, ils savent très bien ce qu'il y a dans l'assiette. Et du coup, ils demandent à ne pas le manger. Donc, il faut en même temps arriver à trouver le juste milieu. à trouver des légumes nouveaux ou différents. Ou, voilà, c'est... Mais ça peut s'intégrer dans des... je vais peut-être remettre la caméra pour être plus poli. En fait, ça peut s'intégrer. Hein, en fait, par exemple, les pois chiches, on fait de l'houmous, par exemple. Et Oui. l'houmous, c'est très simple. Ça, ils n'auront pas de problème de digestion. Oui, mais je te confirme bien que Mais ça mousse, que marche ça pas. soit en mousse ou en houmous, en ce que tu veux, ils ont beaucoup de mal à digérer. Il y en a tous, voilà, ils ont beaucoup de mal à le digérer. Voilà, donc il y en a au fur et à mesure.
qu'on élimine en fait dans l'assiette. Voilà. Alors, moi, j'ai eu le souci avec mes parents, si tu veux, Anne. Ouais. Notamment avec mon papa, hein. Les Antillais mangeaient des haricots rouges et du riz, et voilà. Épicé, oui. Voilà. Et du coup, il n'arrivait plus à les digérer. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai trouvé des alternatives de riz ou que ils étaient plus facilement digérables. Et pareil pour les haricots. Et les haricots, sinon, moi, ce que m'avait dit le médecin traitant, hein, il était très dans l'alimentation plaisir, donc j'avais de la chance, le mien. Et au lieu de les faire tremper 12 ou 48 heures, je les ai trempés 3 jours, en fait. Et bizarrement, sur mon père, ça passait très, très bien, quoi. Mais si tu veux, je te donne, j'ai un article qui est prévu justement sur les alternatives et comment faire manger des légumes aux seniors qui refusent d'en manger. Ouais. Donc, Non, si tu mais veux, voilà, je ça donnerai se la liste. ralentit au fur et à mesure. Et bon, Charline va en reparler, mais je voulais parler de ça. Je sais que par exemple, l'ail et l'oignon, aujourd'hui, c'est un peu ressorti. Voilà. Mais merci beaucoup, Charline. On continue. Au niveau donc, des autres solutions, ça va être d'adapter notamment le volume alimentaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, forcément, quand on voit le gros plat familial de lasagne, ça donne pas forcément envie à tout le monde, dans le sens où les personnes âgées, lorsqu'elles ont pas faim, ou même nous, hein, quand on est malade, on a une grippe, etc. Quand on voit une assiette bien remplie, le premier réflexe avant de goûter, c'est se dire, ah non, je pourrais pas manger tout ça. Donc, ça va être intéressant, pourquoi pas, de miser déjà sur le volume sur les assiettes. Donc, au lieu de servir une quantité, on va dire, plus faible, pourquoi pas miser sur une assiette plus grande? Ça donne l'illusion, justement, d'avoir une portion plus petite et donc moins cette satiété visuelle qui se développe. La solution, ça va être également donc, de miser sur la densité nutritionnelle, comme je le disais tout à l'heure par l'enrichissement. Typiquement, là, vous avez 2 idées de collation. Donc, la première qui est un milkshake avec du lait entier, des fruits et de la purée d'oléagineux. Et à côté de ça, une collation avec 2 clémentines, un yaourt et un bol de céréales. Et pourtant, au niveau visuel, on a l'impression que sur la collation de droite, on va nettement plus manger comparé à la collation de gauche qui est enrichie. Et donc, les personnes âgées vont avoir plus de facilité à consommer uniquement le milkshake plutôt que le yaourt, les 2 clémentines et le bol de céréales. Donc, l'important, ça va vraiment être de miser aussi sur la satiété visuelle et donc proposer des repas plutôt très riches en énergie, mais et avec une densité nutritionnelle très, très élevée, et pourtant avec une portion plus faible. Et ensuite, on va parler du manger main. Donc, est-ce que vous avez déjà un petit peu entendu parler du manger main? Est-ce que vous en avez déjà fait? Jamais. C'est pour ça. Je l'ai jamais fait, mais j'en ai entendu parler. Voilà. D'accord. Je pense que beaucoup de gens font du manger main sans le savoir, en fait. Oui. Alors, moi, personnellement, j'en fais. J'en fais dans mes accompagnements avec mes aidants, justement. Donc, et je fais aussi les recettes manger main en texture modifiée et en enrichie. Et parce c'est que vrai tu l'avais mis en place avec tes parents, Audrey? Exactement. Mhm. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que déjà, la problématique première qu'on a quand ils ont Alzheimer, on a le déni des aidants et non, mais il ne va pas manger avec les doigts, ça ne se fait pas. Il faut absolument qu'il utilise ses couverts. Donc, il faut déjà passer cette étape-là. Ouais. Mais on peut, parce que par exemple, là, pour Noël, moi, j'ai eu justement un aidant que j'accompagne encore, qui m'a demandé de faire carrément tout le repas de Noël en manger main, de l'entrée au dessert. Et du coup, c'est Bravo. devenu le truc incontournable de tous les dimanches. Leur repas du dimanche est devenu du manger main. On va devenir à la mode alors. Allez, on y va, Charline. Super, merci. Donc, le manger main, il n'y a pas de définition précise. Ce sont tout simplement des aliments qui sont ingérés sous forme de bouchée. Donc, c'est un concept qui a été notamment inventé par un gériatre qui était le professeur Rapin. Et dans un premier temps, il l'utilisait notamment pour la maladie d'Alzheimer. Donc, l'intérêt principal, les intérêts du manger main, ça va être dans un premier temps de préserver l'autonomie des repas.
de favoriser et de maintenir la prise alimentaire des personnes âgées et de limiter les troubles du comportement, l'agitation et les leviers répétitifs. Donc, il existe deux types de manger-main. Le manger-main donc, en texture classique, en texture normale, et le manger-main mix-hélice, donc là, qui correspond à du manger-main en texture modifiée, donc, notamment pour les personnes qui ont des troubles de la déglutition et de la mastication. Donc, le manger-main s'adresse à qui? À toutes les personnes qui vont avoir des troubles de la vision, parce que forcément, c'est difficile quand on a des soucis de vision de pouvoir s'alimenter correctement. Quand on a aussi des personnes atteintes d'agnosie, donc l'agnosie, c'est tout simplement un dysfonctionnement au niveau neurologique où la personne n'est pas apte à comprendre ou en tout cas à identifier les couverts et donc à les utiliser. On va avoir aussi des problématiques de tremblement, de difficultés de préhension et de déambulation. Forcément, lorsqu'une personne qui a des tremblements, donc une maladie de Parkinson par exemple, ça va être difficile de prendre une fourchette de petits pois. Donc, le manger-main peut être une solution pour faciliter cette prise alimentaire et donc d'amener l'aliment à la bouche sans avoir un intermédiaire supplémentaire qui est la fourchette. Le manger-main va être utile également pour les problématiques de difficulté de préhension ou de force de préhension. Quand on va perdre la force de préhension, certains couverts peuvent sembler très lourds et on peut avoir du mal aussi avec une perte de sens, la perte du toucher, de manier les couverts. Le manger-main s'adapte aussi très bien pour les personnes qui ont tendance à déambuler parce que forcément, une personne qui déambule a du mal à rester très longtemps à table et à consommer son repas. Elle va avoir tendance à se lever et à partir et donc ne plus penser à manger. La déambulation, c'est une problématique notamment pour l'alimentation et donc le manger-main va permettre à la personne de pouvoir continuer à s'alimenter tout en se déplaçant grâce à ces fameuses bouchées. Et en plus de ça, lorsque la personne va se déplacer, ça va lui faire une petite piqûre de rappel. Elle va se rendre compte qu'elle est en train de manger ou qu'il lui reste quelque chose dans la main. Et potentiellement, elle va retourner également donc, à table pour reprendre une autre bouchée, etc. Donc, ça peut être vraiment une solution pour les problématiques de déambulation. Le manger-main, donc là pour le coup, le manger-main en texture modifiée, en texture mix-hélice, va s'adapter aux personnes qui ont des troubles de la mastication ou des troubles de la déglutition. Et évidemment, le manger-main est adapté aux personnes qui sont dénutries ou à risque de dénutrition. Donc dès que vous détectez un signe qui peut en tout cas provoquer une perte d'appétit, un changement de dentier ou la perte d'un dentier, des facteurs psychologiques, un deuil, un stress, un événement stressant, de l'anxiété. Dès qu'on a ce facteur qui est déclenché, il va être intéressant de justement proposer du manger-main pour éviter que la personne soit dénutrie et donc éviter la perte de poids également. Le problème, Charline, c'est par exemple à domicile, quand ils commencent à être dénutris et qu'on essaye de changer parfois leur alimentation, on n'est pas sûr que ça soit temporaire ou définitif. Et c'est difficile en tant que proche aidant de prendre la responsabilité de changer leur alimentation sans pratiquement un accord d'un médecin ou une validation en tout cas extérieure. Alors, le manger-main, pour le coup, n'a pas besoin d'un avis ou d'un accord médical. Donc, on n'a pas besoin d'une prescription médicale pour réaliser du manger-main pour une personne. Le manger-main a vraiment l'intérêt et l'objectif de maintenir le poids ou notamment de l'augmenter. Donc, ça va être plutôt une technique de prévention, justement,
à utiliser. Donc, c'est important de pouvoir intégrer le manger main. On en fait déjà tous un petit peu, hein. Il s'agit d'aliments consommés sous forme de bouchées. Donc, typiquement, quand on fait un apéritif dînatoire à la maison, on a déjà l'habitude de faire du manger main. Donc, dans ce cas-là, si c'est quelque chose qui peut être temporaire, c'est possible de faire que la moitié aussi du repas en manger main. On n'est pas obligé de mettre du manger main à chaque étape du repas. Ça peut être uniquement quelques petits éléments modifiés en manger main si ils sont difficiles d'accès habituellement. Typiquement, je parlais tout à l'heure des petits pois. Vous n'êtes pas obligé de proposer à la fois et la viande et le dessert et le fromage, etc. en manger main. Vous pouvez très bien vous concentrer que sur les petits pois si c'est un trouble praxique et les transformer en flan, en bâtonnets de purée, ce genre de choses qui va permettre d'avoir du manger main et adapté en tout cas à la problématique de la personne. Ça veut dire que moi, en tant que proche aidante, je m'aperçois qu'il se passe quelque chose, que tu viens de dire que j'ai l'impression qu'ils sont dénutris, ou qu'il est ou elle est dénutrie. Et ça veut dire que je pourrais m'appuyer sur toi ou sur une nutritionniste ou une diététicienne pour faire éventuellement venir à domicile pour constater et m'appuyer dans cette démarche ou m'aider à préparer les menus, par exemple, parce que finalement, quand on est seul à domicile avec la personne, c'est toujours difficile de savoir quand est-ce qu'on va le faire. Donc, très franchement, je n'ai jamais pensé particulièrement à ça, à me dire, mais je vais faire venir quelqu'un justement pour retravailler l'alimentation de mon proche. Alors oui, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez très bien faire appel justement à un diététicien qui pourra vous aider dans la conception du manger main. Mais maintenant, on retrouve également beaucoup de recettes et de supports directement sur Internet avec des recettes enrichies et du manger main. Donc, vous pouvez très bien le faire également par vous-même sans avoir un accord forcément médical. D'accord. À partir Mais du c'est un moment où appui, vous quoi. avez... Quelque part, c'est un appui supplémentaire dans le tout à fait. quotidien quand on orchestre le quotidien de notre aîné à la maison. C'est ça que Et je ça veux peut dire. être rassurant également. Tout à fait. Ça peut nous donner des idées, en tout cas. Mais c'est vrai que le diététicien, moi je vois sur LinkedIn, il y a beaucoup de diététiciennes qui disent qu'en fait on pense à elles que pour perdre du poids. Mais en fait, le diététicien agit aussi sur la prise de poids. Et c'est très compliqué d'ailleurs de faire prendre du poids aux gens. Et donc en fait, faut pas hésiter à aller voir le diététicien proche de chez vous pour faire au moins un bilan. Pour voir Oui, mais là, on est d'accord, Annie-Pierre, ça veut dire qu'on va déplacer notre proche jusqu'à un non. diététicien. Là, moi, je te parle de l'inverse, Ah c'est-à-dire venez à nous pour nous aider. bah oui, tout à fait, mais elles sont D'accord. prêtes, hein. Elles sont prêtes à se Voilà, déplacer. oui, sûrement, mais voilà. Elles sont sur Ça leur fait partie des solutions positives qu'aime bien Sweet Papy Podcast, tu vois. Mais c'est vrai que je n'y ai pas pensé au tout début quand j'ai vu Sweet Papy qui commençait à perdre de plus en plus de l'appétit au départ. Ouais. Ben oui, c'est un peu. Voilà, Mais on voilà, pense pas à l'ergo, on pense pas à la diététicienne, donc voilà. oui, ça c'est dommage. Mais tu Voilà. vois, bah, c'est grâce à toi, grâce à ton podcast, voilà. Tu me Il y a Voilà, rends entre aussi autres. des étudiants en école de cuisine qui font l'hôtellerie, qui se déplacent à la maison pour faire du manger main chez les Ouais. aidants. Oui, mais faut-il encore le savoir? Voilà, je te le dis. Voilà. C'est pas partout. Merci. C'est pas Voilà. partout. Merci. Merci, Charline. Allez, on continue. Donc, justement, en parlant de recettes, la Fondation IDML, en collaboration avec Malakoff Humanis, ont créé 2 livrets de recettes sur le manger main. Donc, le premier livret de recettes qui est axé plutôt sur le manger main en texture modifiée et le deuxième livret axé sur l'alimentation plaisir, donc le manger main traditionnel, où vous retrouverez des recettes enrichies, donc des recettes manger main enrichies, et également des conseils nutritionnels, des conseils diététiques et sur l'alimentation de la personne âgée. Donc, ces livrets, notamment donc, le deuxième, il a été fait notamment en collaboration
on a eu la chance de collaborer avec le chef Jérôme Nutil, donc, qui est un chef étoilé nîmois, et qui a également proposé donc 2 recettes signatures dans ce livret, donc des recettes manger main évidemment. Donc c'est vraiment un livret assez sympa. Je vous conseille d'y jeter un œil. Notamment, Anne vous mettra les liens. Ce sont des livrets qui sont entièrement accessibles en version numérique Voilà, et c'est surtout fait. gratuitement. Voilà, je viens de les mettre. Super. Donc, Est-ce que je peux, excusez-moi, Cécile, du coup, de l'Action sociale Malakoff Humanis, il y a des versions papier aussi qu'on peut distribuer aussi, qui sont au sein de la fondation. Donc, voilà. tout à fait. Voilà. Merci, Cécile. Donc, ce sont vraiment des livrets où vous allez retrouver un certain nombre de recettes adaptées aux seniors et aux problématiques que peuvent rencontrer les proches aidants. C'est un livre qui est assez riche en informations. Donc, vous pouvez vraiment feuilleter et, je pense, adapter aussi les recettes en fonction de ce que vous avez à la maison, de vos préférences et des goûts des personnes que vous accompagnez. Donc, n'hésitez pas en tout cas à aller jeter un œil et à nous faire part de vos retours. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions par rapport au manger main. Je vous laisse mes coordonnées au cas où si vous avez besoin ou envie de me contacter, me poser des questions. Je reste bien évidemment disponible. Est-ce que du coup, je me permets, Charline, est-ce que c'est possible d'évoquer le projet qu'on est en train d'expérimenter ensemble, justement, autour des aidants? Parce qu'on Oui. parlait d'intervention d'une diététicienne à domicile et c'est du coup ce qu'on est en train de tester actuellement. Donc, c'est vrai qu'avec Malakoff Humanis, on a lancé donc un projet donc, qui s'appelle Être bien dans sa tête et dans son assiette, où l'objectif, ça va être d'accompagner les aidants et les aidés, à la fois sur le plan psychosocial et sur le plan diététique. Donc, pour ça, il va y avoir des consultations à la fois individuelles et des ateliers collectifs pour justement créer du lien entre les proches aidants et à la fois diffuser des informations sur la nutrition, sur les contacts qui pourraient avoir en tout cas nécessité sur le territoire. Donc, c'est un projet qui est axé notamment sur le bien-être, l'accompagnement en fait au bien-être à la fois psychosocial et diététique. Je ne sais pas, Cécile, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, du coup, on a ciblé 5 couples, enfin binômes aidants-aidés sur le territoire, donc qui sont ressortissants en tant que retraités de notre caisse de retraite complémentaire. Donc, c'est un budget qui est financé sur nos fonds Action sociale. Et le but, effectivement, c'est un accompagnement sur 7 mois avec un bilan ensuite à 3 mois après la fin de l'accompagnement sur l'aspect, comme tu dis, Charline, diététique, aussi bien, enfin, un double regard vraiment sur l'alimentation de l'aidant et de l'aidé. Donc, c'est ça qui est intéressant, puisqu'on sait aussi que voilà, l'aidé peut aussi, enfin, l'aidant, excusez-moi, peut aussi négliger son alimentation. Donc, il y a ce double regard et cette évaluation du bien-être, on va dire, avant-après, en fait. Est-ce que ça a permis à l'aidant d'apprendre de nouvelles techniques culinaires? Est-ce que du coup, suite aux réunions d'information collective, il se sent moins isolé? Est-ce qu'il a eu l'occasion de partager avec d'autres? Enfin, voilà. Donc, Non, Cécile, c'est en présentiel. Enfin, je veux dire, c'est dans le Gard, c'est suivi en. Oui, c'est à Nîmes, C'est à Nîmes, hein. Gard, où réside la Ouais. fondation, du coup, et ce sera fait par Charline et Kim Iker de la fondation. Mhm. Et voilà, ce sont 5 binômes aidants-aidés avec des problématiques diverses. On n'est pas forcément sur aidants de personnes en situation de vieillissement. Ou, voilà, il y a aussi du handicap. Enfin, il y a un peu de tous les profils, on va dire. Mais c'est une phase d'expérimentation et on verra voilà, ce qu'on tire de cette expérimentation.
en termes de… Ça sera peut-être intéressant dans quelques mois, quand vous aurez terminé l'expérimentation, peut-être de venir échanger avec d'autres proches aidants et de repartir sur ce sujet-là et voir ce qu'en pensent les autres professionnels pour les mises en place, hein, et d'autres proches aidants qui sont là aujourd'hui, qui peuvent être intéressés par les résultats de ce que vous avez pu voir. Merci. C'est très intéressant. Merci à vous. D'autres questions? Oui, je voulais demander à Charline, en fait, moi, dans le manger-main, ce qui m'a toujours posé problématique, c'est toujours par rapport aux textures modifiées. Oui. En fait, notamment, c'est très joli, en fait, ce qui est fait en texture modifiée. Je trouve ça magnifique. Avec le côté agar-agar, hein, dont tu parlais là, tout à l'heure, pour que ça soit plus facile à déglutir. Mais je sais qu'il y a plein de travail à faire là-dessus, parce qu'en fait, la problématique, c'est que ça ne tient pas très bien en main. Et pour des personnes qui ont de l'apraxie et qui ont des tremblements, et qui ont des difficultés, ce qu'on appelle en motricité fine, elles ont du mal à tenir, en fait, ces petits morceaux entre leurs mains. Et notamment, par exemple, je pense aussi aux personnes parkinsoniennes, elles ont souvent des tremblements. Et le fait de tenir comme ça dans les mains, en fait, même nous, hein, on peut voir, c'est pas si simple. C'est pas si simple à utiliser. Audrey, tout à l'heure, elle parlait du regard aussi de l'aidant, qui a une difficulté avec ce côté manger Avec les doigts. avec les doigts, hein, on en parlait tout à l'heure, hein, vraiment. Et en fait, moi, j'ai vu une vidéo l'autre fois là, sur Facebook, un aidant qui avait fait une tarte aux pommes pour sa maman qui avait la maladie d'Alzheimer. Et je la voyais, en fait, manger seule mais vraiment beaucoup de délicatesse en utilisant ses deux doigts comme ça pour retirer chaque morceau de pomme cuite. Et en fait, l'aidant disait, bon, ah oui, moi je lâche prise, en fait. Je lâche prise. Le plaisir, enfin, le principal, c'est de voir ma mère manger avec plaisir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme retour par rapport à ça. Je sais que les aidants sont toujours un petit peu réfractaires, et les soignants. Les soignants aussi en établissement ont du mal à voir la personne qui va s'en mettre partout, hein. Ça peut être ça aussi, mais il faut l'accepter. Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Je vois, il y a quelqu'un qui veut parler, je ne sais plus si c'est… Ah oui, c'est Fabienne. Ouais. Genre, il n'y a pas le son, par contre, je crois. Fabienne. Voilà, excusez-moi, je vous ai peut-être envahi les oreilles tout à l'heure. Voilà. Je peux répondre à deux problématiques que nous avons soulevées depuis une dizaine d'années. Vous allez retrouver I2ML qui nous a accompagnés grâce à Malakoff Médéric à Le Sans Fourchette il y a déjà 8 ans. Il y a une jolie vidéo qui avait été faite par l'intermédiaire de I2ML. Et on voit bien que la problématique était déjà d'actualité. La première chose par rapport à l'idée reçue de manger avec ses doigts, c'est très fort. Et effectivement, Audrey le mentionnait tout à l'heure, l'idée reçue qu'on puisse se salir, se souiller, que ce soit des conventions qui ne soient pas permises par rapport au fait de manger avec ses doigts, ça c'est quelque chose qui est encore très ancré. Ceci dit, nous le mettons en œuvre auprès des écoles hôtelières, dans des restaurants gastronomiques, et on a basculé dans quelque chose de très porteur, parce que finalement, le résultat, une fois qu'on a été une fois au restaurant, manger avec ses doigts dans des conditions optimales, puisque les bouchées sont très adaptées, du coup, ça permet de se rendre compte que ce n'est pas sale et qu'on peut le faire à la maison tout autant. Donc ça, c'est donné par l'exemple, si vous voulez. C'est utiliser l'exemple pour montrer que ça puisse se faire. La deuxième problématique de la préhension, nous avons l'habitude de ne pas trop utiliser des structures gélifiées. Ouais. Ce
Ce qui fait qu'effectivement, ça n'autorise pas les problématiques de gens avec des troubles de la déglutition à venir déjeuner sur des déjeuners organisés sur le sans fourchette. Mais pour autant, dans certaines structures qui sont bien équipées, entre guillemets, elles se sont rendues compte que finalement, c'était peut-être aussi l'idée reçue qu'on n'avait pas bien fait un bilan de déglutition approfondi pour bien se rendre compte que la personne, finalement, selon la structure qu'elle met en bouche, avec une mastication peut-être un peu plus longue, peut trouver un moment qui ne soit pas un trouble de la déglutition majeur, au point parce que généralement, ces gens-là sont plutôt sur les fins de la maladie. Donc, ce ne sont pas eux, finalement, qui viennent profiter des repas. Donc, la manière de construire la bouchée, nous sommes sur du manger-main, je dirais, pour le commun des mortels, je vais le dire comme ça, puisqu'il faut que ce soit positif, et ça l'est, et je peux vous le dire, on est à 50 déjeuners-dîners, les gens sont ravis, on veut se développer parce que ça nous permet de parler de cette manière de s'alimenter de manière très positive. Et je vous remercie pour ce que vous faites, parce que c'est en parlant qu'on va être plus nombreux à dédramatiser une situation qui est quand même très péjorative. Merci beaucoup, Fabienne. Si vous pouvez, j'ai vu qu'il y avait votre site dans le chat, mais n'hésitez pas à rentrer en contact ensuite avec moi, qu'on en discute, parce que quand on fait une conférence aidante, c'est pour apporter à la fois aux professionnels et en même temps aux proches aidants qui sont aussi dans ma communauté, à ceux qui ne sont pas forcément encore proches aidants. Et ça, c'est très important pour moi, c'est de pouvoir communiquer aux primo-aidants, à ceux qui font le déni d'être aidants et qui ont besoin absolument, ils imaginent qu'ils vont y arriver tout seuls, ce qui m'est arrivé moi au départ, que j'allais tout pouvoir mener de front sans problème. Et je me suis aperçue que j'étais en train de perdre ma propre santé avant de perdre vraiment la leur. Donc, je voulais absolument faire effectivement cette conférence aidante et reporter tout ça aussi dans les épisodes de podcast. Donc, je suis toujours très ouverte à tout ce que vous pouvez tous apporter de positif ou d'alternatif, justement, pour les proches aidants et pour les gens qu'on croise. Et puis moi, en tant que proche aidante, parce que j'en ai quand même 3 à gérer, donc ça m'intéresse toujours de savoir comment est-ce qu'on fait. Voilà. Pour répondre vraiment aux proches aidants, et il se trouve que les proches aidants viennent plus facilement déjeuner sur l'idée du sans fourchette et qu'ils sont souvent en rupture de soins. Sur la planification d'un parcours de soins, on s'est rendu compte avec les structures avec lesquelles je travaille alors bon, moi je suis basée à Marseille, mais on a un futur développement sur Paris et puis sur d'autres régions de France. L'idée que le repas soit le consensuel finalement d'une rencontre avec nos pairs, c'est-à-dire des aidants qui traversent des mêmes problématiques, mais qui ne soient pas un soignant et qui, au fil du temps, finalement, peut devenir soignant. Parce qu'on a rencontré quelqu'un qui comprenait bien notre problématique, alors du coup, on va lui téléphoner. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait, et les gens se retrouvent, quand les déjeuners ont lieu régulièrement, les gens se téléphonent pour se retrouver à la même table. Et ça, on n'avait pas pensé que ça pouvait se faire, et en fait, ça s'est fait à notre insu. Donc, le repas, quelle que soit sa forme, est fédérateur, bien sûr, et pour des raisons soignantes, mais aussi pour des raisons humaines. Tout à fait. Et c'est adapté aussi bien pour nos aînés, il faut le dire. Merci beaucoup, Charline, pour la présentation. Mais c'est adapté aussi bien pour nos aînés que pour les personnes en situation de handicap et autres. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de parler du manger-main. Est-ce que, Marie-Ange, tu arrives à te connecter? Est-ce que tu nous entends? Parce que tu es une proche aidante aussi, j'aurais aimé avoir ton témoignage. Oui, tout à fait, je vous entends bien. Voilà, nous dire ce que tu penses de ce qui a été dit et de ce que Charline a présenté. Alors, c'est vrai que moi, je suis c'est un peu plus particulier parce que la mienne ne s'exprime pas ou quasiment plus. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, alors j'ai de la chance, c'est qu'elle aime tout. Mais du coup, je ne sais pas si c'est toujours bien adapté à elle. Donc, c'est un peu compliqué. Là, c'est vrai qu'on rentre aussi dans une phase où, effectivement, les couverts, c'est très compliqué. Le couteau, on le tient à l'envers. Voilà, on appuie très fort sur la fourchette, donc on la tord. Voilà, donc tout est un peu compliqué. Mais bon, elle a l'air de garder plaisir à manger. Donc, moi, je ne suis pas sur de la dénutrition.
parce qu'elle mange même, je trouve, de trop, mais bon, mais elle prend plaisir. Après, voilà, c'est je pense pour moi le principal. Mais c'est vrai qu'après, voilà, moi, ma crainte se situe vraiment sur est-ce qu'elle enfin voilà, si elle digère bien, elle est incapable de me le dire. Enfin voilà, donc c'est un peu compliqué pour moi. Ouais, c'est pour ça que je voulais te faire intervenir, parce que c'est aussi une autre version auquel il faut tenir compte. Et je voudrais aussi pouvoir intervenir dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi, j'ai une sweet mamie qui mange beaucoup trop, 92 ans, en récidive de cancer du sein. Et j'en ai parlé à Charline en lui disant, voilà, moi, je suis à l'inverse. Elle mange énormément, elle se relève la nuit pour manger. Elle n'a plus que ça, en fait, puisqu'elle est beaucoup isolée. On a beau être autour d'elle de temps en temps et d'avoir des médecins et des soignants qui passent, elle est restée très bloquée sur la nourriture et avoir des petits gâteaux la nuit. Enfin bon, du coup, elle a chuté souvent dans la nuit, parce que en se déplaçant dans le noir, forcément, il y a danger. Voilà, donc en tout cas, mille merci Charline pour ce que tu as présenté, parce que c'est important de pouvoir le dire. Et si tu peux me répondre dans l'autre sens, comment est-ce qu'on fait? Non pas pour les mettre au régime, mais elle regardera peut-être le replay, parce que je suis arrivée encore à la mettre sur l'ordinateur. Mais voilà, est-ce qu'elle elle a possibilité de savoir comment elle peut faire pas forcément du manger main, mais des quantités plus réduites? Alors, si on est sur la problématique inverse, donc ça va être encore une fois de miser sur le volume alimentaire. Donc, plutôt que de proposer quelque chose d'enrichi, comme je vous présentais tout à l'heure, vous savez, les deux collations, ça va être de partir sur quelque chose qui visuellement donne l'impression de quantité, alors que ça ne va pas être enrichi au niveau nutritionnel. Donc, en fait, de cibler plutôt l'autre sens et également d'essayer de comprendre, parce que, à ce que j'ai compris, ça va être plutôt une alimentation émotionnelle. Tout à fait. Donc, se rapprocher aussi, pourquoi pas, d'un diététicien ou d'un psychologue qui sont justement spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire ou les pulsions alimentaires. Oui, mais faire venir quelqu'un comme ça à domicile, c'est pas forcément facile. Et puis en plus, lui faire accepter que je fais venir quelqu'un de l'extérieur pour lui dire tu manges pas bien, voilà, ou tu manges pas assez équilibré, voilà, c'est toute la difficulté. Et je pense que Marie-Ange, c'est pour ça que je voulais son témoignage, c'est que c'est important d'avoir le témoignage aussi des proches aidants par rapport à ça. Donc en tout cas, je voulais tous et toutes, toutes d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de monsieur, vous remercier. J'espère que vous avez apprécié cette conférence. Michel, je vous écoute. Oui, enfin, je m'excuse, hein, je suis arrivée en retard, Pas de mais souci. juste par rapport à la personne, juste avant, en fait, est-ce que ça vous paraît pas possible tout simplement de dire que il y a des professionnels qui disposent de cette spécialité, de voir comment on peut se rapprocher d'une alimentation que la personne aurait davantage de facilité à accepter, enfin, lui présenter de façon positive, quoi, quelqu'un qui vient voir avec elle, en fait, de quoi elle aurait envie pour manger, et vous voyez, je ne sais pas, c'est une idée. Oui, le tourner justement à l'inverse et plutôt au côté positif. Oui. Enfin, moi, je suis en train de faire ça avec ma mère qui grossit beaucoup. Et donc, en fait, je suis partie de ce qu'elle aime particulièrement. Donc, en fait, quand je le lui donne, j'en fais une fête pour que ça la réjouisse non seulement par le palais, mais que ce soit un moment festif et qu'on partage. On va par exemple voilà, faire un petit goûter exceptionnel. Et puis voilà, après, le reste du temps, on essaie de partager le pain, enfin des choses comme ça, quoi. En fait, il faut tout faire, c'est aidant aider, c'est ce couple-là qui est tellement, tellement importante, et réussir à garder le contact le plus possible par rapport à ça. Donc, merci beaucoup, Charline.
le replay sera disponible dans quelques jours. Ouais, Merci à tous. Surtout, n'hésitez pas à aller, si vous êtes Facebook, dans le Sweet Papy Group que j'ai créé. Il commence à y avoir pas mal de monde. Je remercie Virginie aussi, toujours la voix positive, podcasteuse émérite et sophrologue qui m'aide à m'apaiser des fois dans la gestion du quotidien de mes 3 Sweet Papy et mamie, qui est particulièrement difficile. Je n'y suis pas forcément tous les jours, mais quand j'y vais, j'en ressors toujours lessivée entre les kilomètres et les gérer. Et voilà, la prochaine conférence aidante, c'est le 4 avril à 16h. Je l'ai mis dans l'après-midi. Et c'est un thème que j'apprécie particulièrement. C'est que je me dis qu'il n'y a pas de raison que aidants et aidés ne partent pas en vacances. Par un moyen ou par un autre. Ils peuvent bien manger avec Charline et tout le monde là, que vous êtes là, mais ils peuvent aussi partir en vacances. Il y a des solutions et je voudrais en parler aussi. Donc, je reste toujours dans les solutions ou alternatives positives, ou tout du moins qui peuvent soulager l'aidant ou l'aider. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, d'écouter les épisodes de podcast. Alors, il y en a à foison, donc vous choisissez celui que vous voulez. Et puis, revenir aux prochaines conférences. Et puis, je ne vais pas tarder à faire les suites ateliers, bien entendu, avec des sophrologues, j'ai invité une aromathérapeute. Voilà, je vais chercher un petit peu tout le monde pour encore d'autres solutions pour les proches aidants. Voilà. Encore merci pour l'invitation, Anne. Merci, Et Charline. merci à toutes aussi pour ces échanges qui ont été assez intéressants, très intéressants même, et d'avoir vos retours aussi directement des proches aidants. C'est toujours une ressource supplémentaire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et puis bon appétit. Je vais aller nourrir Sweet Papy, moi. Merci. Bon week-end. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.